Mes chers compatriotes, allons-nous continuer de cette façon? Non. Non. Salut, ici London, nous sommes ici à Paris, à l'hôtel Marriott, où le docteur Mukwege est l'orateur principal de cette conférence autour de la paix et de la démocratie. Docteur Mukwege nous a accordé une interview exclusive et vous allez bien pouvoir suivre cette interview. Par ailleurs, nous avons aussi accordé quelques interviews avec quelques membres de la diaspora qui sont venus des différents coins européens, notamment à Londres, à Bruxelles et ici à Paris. Et il y a eu plusieurs orateurs aussi qui ont publiquement manifesté leur impression de pouvoir voir Dr Mukwege à s'exprimer pour relever les défis en fait en République démocratique du Congo, là où vous êtes en train d'écouter Dr Mukwege qui vient à peine de prendre la parole devant la diaspora congolaise. Salut docteur. Bonjour monsieur. Et, docteur, nous avons suivi votre récente déclaration politique, ça c'était à Kinshasa. Vous avez avancé l'idée d'une période transitoire au Congo à laquelle vous seriez peut-être prêt à pouvoir la conduire. Votre avis là-dessus? Je crois que d'abord je dois apporter une correction parce que je n'ai jamais fait à Kinshasa une telle déclaration et je crois que les journalistes parfois par manque de déontologie ils déclarent des choses qui pensent que les gens veulent écouter, mais je n'ai jamais fait une telle déclaration. Je dois avouer que c'est une probabilité, tout le monde en parle au Congo, mais nous attendons que aussi les gens puissent expliquer comment cette transition peut se faire. Mais personnellement, je n'ai jamais déclaré ça. Et nous sommes dans la rubrique politique, docteur. Il y a eu pas mal de déclarations. La situation politique est incertaine depuis la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre qui n'a pas été respecté. Et quel est votre avis? Il y a aussi d'autres déclarations. Corneille Nangaa, le président de la commission électorale nationale indépendante, a clairement déclaré qu'il n'y aura pas d'élections cette année. Quel est votre avis là-dessus, docteur? Je suis désolé parce que je crois que les hommes d'État doivent d'abord respecter leurs paroles. Je crois qu'au-delà de leurs paroles, il y a la Constitution qui constitue un contrat entre le peuple et les dirigeants. Je trouve qu'à partir du moment où les gens ne peuvent pas respecter leurs paroles, qu'ils ne peuvent pas respecter un contrat qui les lie à 80 millions de citoyens, c'est quand même très inquiétant. Donc leur sens et leur compréhension de la démocratie est loin de tout ce que nous savons. Et donc je suis très inquiet. Ceux qui n'ont pas respecté la Constitution, effectivement, ça m'étonnerait qu'ils respectent un bout de papier qu'ils ont signé avec un petit groupe. Et là, je crois qu'aujourd'hui, c'est une grande inquiétude, puisque si les gens peuvent commencer encore à parler d'autres négociations, dialogues, je ne sais pas, ces négociations, dialogues ont quelle garantie, puisque j'ai toujours dit, et je continue à le dire, quelqu'un qui n'a pas respecté la Constitution, comment on peut faire confiance à cette personne puisqu'il nous amène à une table de négociation? Docteur, vous avez fait le tour du monde presque pour vulgariser la communauté aussi bien nationale qu'internationale sur les cas RD Congo. La communauté internationale a une oreille attentive par rapport au combat que vous meniez. Pensez-vous que vous êtes écouté, qu'il y a des actions concrètes sur le terrain? Je crois que ça fait 20 ans que notre pays subit des atrocités. Je peux vous dire que la guerre d'Afdel avait commencé pratiquement dans l'hôpital où je travaillais. Et donc, les premières victimes de cette guerre, c'était des malades et mon personnel. Et à cette époque-là, je me rappelle très bien, j'avais rencontré le représentant spécial ou l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies. Et quand je lui avais dit cette histoire, avec émotion, j'avais des larmes aux yeux, j'espérais qu'il y aurait une action. Je crois que 20 ans plus tard, la réponse tarde à venir. Et donc, non seulement maintenant,
si on avait fait attention au fait qu'une guerre ne commence pas par tuer les malades dans les lits, tuer le personnel médical qui ne font que leur devoir patriotique, si à ce moment-là la communauté internationale avait compris la gravité de la question, je crois qu'on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Et cela ne peut pas nous empêcher de continuer à dénoncer, de continuer à réclamer que le Congo soit considéré comme tous les autres pays de notre planète. Aujourd'hui, nous avons l'impression que nous sommes des laissés pour compte. Il y a des millions de morts, il n'y a pas un tribunal pour le Congo. Et je crois que notre lutte doit continuer. Les Congolais doivent continuer à se battre. Il n'y a personne qui le fera à notre place si nous on ne le fait pas. Docteur, donc là, je comprends bien, tout le monde le comprend aussi, même la diaspora congolaise. J'ai eu à converser avec quelques-uns, notamment les organisateurs avant les débuts de cette organisation, de cette conférence. Votre combat n'est plus que dans les blocs opératoires, mais non, votre combat est actif parce que là, c'est ce que vous faites, ça vous amène à être un acteur politique actif, à pouvoir dénoncer toute cette impunité, docteur. Pensez-vous que vous allez toujours rester dans les blocs opératoires sans pour autant conduire l'enthousiasme et générer au niveau, que ce soit sur le plan national, notamment international? Je crois que ma démarche de quitter de temps en temps les blocs opératoires a été conduite par le fait que j'ai commencé à opérer. La première victime, j'ai compté 10, après 100, 1000, 10 000. Et à un moment, je m'étais rendu compte que continuer à opérer les malades qu'on va encore une fois agresser, ce n'était pas ça la solution. Il fallait combiner, donc traiter les conséquences, mais aussi essayer de se battre contre la cause. Et la cause de ces violences, c'est quoi? C'est la guerre. Et donc il fallait se lancer pour interroger, dénoncer, essayer d'éveiller la conscience de la communauté nationale et de la communauté internationale pour que finalement la guerre cesse au Congo et que les femmes congolaises puissent finalement vivre en paix. Et donc je crois qu'aujourd'hui mon temps, je le partage entre le bloc opératoire et donc le plaidoyer national et international pour l'éveil de la conscience nationale et que la communauté internationale prenne ses responsabilités par rapport aux crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui sont en train de se commettre en République démocratique du Congo, malheureusement en toute impunité. Et donc c'est une démarche que je trouve tout à fait, à mon sens, normale, de ne pas seulement se battre contre les causes, contre les conséquences, mais aussi contre les causes. Est-ce que vous êtes écouté sur le plan national? Est-ce que l'État congolais vous écoute? Je crois que je voulais d'ailleurs sur cette question vous dire ce que je fais. Je suis un médecin engagé, un citoyen engagé. Et je crois que tout citoyen devrait normalement participer à la gestion de la cité. Donc, vos avis, les avis des Congolais comptent. Aujourd'hui, nous allons parler avec la diaspora. C'est très, très important que chacun s'engage. Il ne doit pas y avoir d'un côté des acteurs, de l'autre côté, en fait, ce qu'ils attendent qu'on fasse pour eux. Je crois que chaque citoyen congolais, sa voix peut être écoutée. Chaque citoyen congolais, il a quelque chose à apporter pour la reconstruction de notre pays. Et donc, je pense qu'il y a parfois ceux qui veulent faire l'amalgame. Moi, je ne suis pas politicien. Je suis un citoyen engagé. Et je m'engage puisque je considère que c'est le rôle de tout citoyen de participer activement à la vie de sa cité, de son pays, et c'est ce que je fais. Est-ce que je suis écouté par les responsables nationaux? Je crois que si j'étais écouté il y a longtemps, que peut-être les choses changeraient. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on ne voit pas du tout les choses de la même façon. Moi, je vis avec la population dans la misère. Je vois la misère tous les jours. Je vois la souffrance du peuple tous les jours. Je vois en fait des clichés indescriptibles. Et moi, je pense que lorsque je présente ça et que je vois qu'il y a des gens qui font de la comédie avec cette souffrance, ça me révolte.
Parce que je crois qu'on ne devrait pas, non seulement on n'a pas le droit d'être indifférent lorsque un semblable souffre, mais si, en plus d'être indifférent, on se moque de la souffrance de l'autre, c'est très très grave, c'est du cynisme qu'on ne peut pas expliquer. Et parfois on rencontre ce cynisme et ça fait mal. Docteur, est-ce que toutes ces milices continuent toujours à opérer, à mettre en péril la stabilité tant souhaitée de l'Est de la République démocratique du Congo? Aujourd'hui, je crois qu'on ne peut plus parler de l'Est seulement de la République démocratique du Congo. Vous savez ce qui est en train de se passer au centre, au Kasaï, c'est dramatique. Et si vous écoutez les différents témoignages, les risques est que ce soit toujours les mêmes qui sont en train de distribuer la mort à un peuple paisible, le peuple congolais. Et moi, je crois que nous devons être par rapport à ça très très vigilants. Je crois que ce que nous connaissons, ce que nous subissons aujourd'hui, on sent très bien que le mal est en train de prendre une certaine ampleur, le mal qui est organisé, et je crois qu'il y a des éléments qui nous poussent à penser, on n'est pas dans la spéculation. Comment vous pouvez expliquer qu'en une courte période, que la prison de Makala, tout le monde s'évade, la prison de Beni, tout le monde s'évade, la prison de Bukavu, et qu'on ouvre les prisons. En ouvrant les prisons, on ouvre les criminels, qu'on lance pratiquement dans la population pour que ces criminels fassent quoi? Et je crois que ça, c'est quand même une question très grave. C'est un crime qui nécessiterait à ce que l'on puisse expliquer au peuple comment, d'un seul coup, dans une période de 2 mois, toutes les prisons sont ouvertes et que les violences, les tueries, les massacres, les fausses communes se multiplient. Je crois que le Congolais doit se poser la question par rapport à son avenir. Nous venons de vivre 20 ans dramatiques et nous ne pouvons pas continuer à être silencieux, puisque là, il y a quand même des questions, il y a des interrogations que même la communauté internationale ne peut pas nous expliquer. Allez-vous expliquer comment les prisons où se trouvent des criminels peuvent être ouvertes comme ça, dans une période où on trouve que toutes les prisons sont ouvertes? Ce n'est pas explicable. Donc je crois que ces morts-là, ce ne sont pas des morts accidentelles, ce n'est pas un conflit, comme vous le savez, entre deux peuples congolais qui s'entretuent, c'est tout à fait une organisation contre le peuple congolais. Docteur, vous dénoncez l'impunité et vous étiez vous-même victime d'un attentat d'assassinat il y a de cela 5 ans. Et récemment, l'un des jeunes médecins, vous avez appelé votre fils, a été tué dans des circonstances déplorables. Vous êtes une personne qui dérange? Je ne sais pas si je dérange, je sais que je sais. Je dis la vérité, je dénonce, je n'accepte pas qu'il y ait des drames comme celui que vous venez de décrire. Un père de famille, médecin au service de la nation, il a quitté la France pour aller servir le pays. C'est un jeune que j'avais formé, que j'ai soutenu dans son initiative. Que ces jeunes puissent être assassinés lâchement, je ne pouvais pas me taire. Et donc, j'ai dénoncé et je pense que ça, c'est inacceptable. Je crois que ça devrait créer l'indignation de tout le monde. Et pas seulement l'indignation, mais l'action. Comment se trouve l'hôpital de Panzi et la Cité de la Joie, docteur, avant d'aller dans la dernière question? Je sais que vous êtes tellement sollicité. En fait, au niveau de l'hôpital de Panzi et la Cité de la Joie, nous avons pu créer un modèle qui est un modèle basé sur 4 piliers, donc la prise en charge médicale, la prise en charge psychologique, la prise en charge socio-économique et la prise en charge légale. C'est pour permettre en fait de prendre les victimes de violences sexuelles en charge de façon holistique, puisque le viol entraîne beaucoup de perturbations dans la vie des victimes, et donc nous nous sommes rendus compte par expérience qu'il ne suffisait pas seulement de les soigner physiquement et les abandonner à leur sort. Et donc la Cité de la Joie, c'est un endroit que nous avions aménagé avec Videy pour permettre à ce que les filles qui viennent blessées puissent transformer leur peine en pouvoir.
Docteur, un message pour la diaspora. Vous avez tellement soulevé l'enthousiasme. Ici, Londres, nous sommes basés à Londres. L'enthousiasme autour du docteur Mukwege est tellement vaste. Vous avez un message pour cette diaspora qui vous écoute, docteur? Je crois que la diaspora congolaise est une pièce importante pour le changement qui doit s'opérer au Congo. Il faut savoir que notre diaspora, ou la diaspora congolaise, elle a la capacité d'avoir les informations, traiter les informations, alors que dans notre pays, l'accès à l'information est très difficile et même l'éducation a beaucoup baissé. Et vous, dans la diaspora, vous avez cette possibilité en fait d'acquérir l'information, l'analyser, et donc vous pouvez aider à cet éveil de la conscience nationale pour permettre à ce que notre pays puisse quitter dans ce cercle infernal d'atrocités et de souffrances. C'est une responsabilité que vraiment, je crois, la diaspora peut jouer aujourd'hui, l'éveil de la conscience nationale. Merci. Plusieurs personnes ont intervenu lors de cette rencontre entre le docteur Mukwege et la diaspora congolaise. Bonjour pasteur, vous avez pris la parole aujourd'hui à cette grande conférence où on voit les membres de la diaspora autour du docteur Mukwege. Vous avez adressé un message touchant, vous avez introduit, avant d'introduire le docteur Mukwege. Pouvez-vous nous donner vos impressions par rapport à cette conférence? On voit l'enthousiasme généré par la diaspora venir de la Belgique, de la Grande-Bretagne, d'où ici Londres vient, et puis d'autres grandes capitales européennes. Je vous remercie, je suis encore ému moi-même par rapport à ce que nous venons de vivre. Et il n'y a pas seulement les paroles fortes, riches, avec beaucoup de sens de ce que Dr Mukwege a dit, mais il y a tout ce qui a été dit avant par cette dame, Madame Ngandou, l'intervention, l'intermède musical de ce jeune homme Tchimanga, ce qu'a dit Rismo, il a démontré que la mémoire de l'histoire politique de notre pays est avec ces jeunes. Mais pour revenir au docteur Mukwege, je crois que lui aussi a dit qu'il était très ému, ça se voyait. Il a montré que non seulement le Congo est peuplé des gens de talent, des gens qui savent quelle direction donner à leur pays, mais il a montré lui-même par ce qu'il sait, par sa vision, comment ces hommes et femmes de talent sont déjà ses propres inspirations. Toute son énergie et toute sa façon de voir est inspirée par ce qu'il constate de la population et des compatriotes. Et le rassemblement qui est là montre qu'effectivement, nous avons des capacités, nous avons des ressources, nous avons tout ce qu'il faut pour nous mettre debout et vivre ce Congo debout par lequel il a terminé son intervention. Quelles sont tes impressions par rapport à cette conférence, par rapport à l'accueil massif que les docteurs ont reçu aujourd'hui? Non, cela prouve que... ouf, j'ai la chair des poules. Cela prouve que c'est une génération consciente aujourd'hui. Ce n'est plus la génération où
On te dit tout ce qu'il faut faire, tu suis comme un mouton, tu dis oui à n'importe quoi et à n'importe qui. Le docteur a soulevé un point, il a dit il faut qu'on arrive à dire non. Et c'est ce que j'ai remarqué aujourd'hui, c'est ce que j'ai vécu aujourd'hui. La chanson Tolembi, ça me surprend toujours parce que c'est quelque part aussi le rôle d'un artiste. Soulever, conscientiser, donner la conscience à ce peuple-là, de leur dire que si on ne se lève pas maintenant, ça ne se fera à jamais. Donc, raison pour laquelle moi j'avais envoyé cette chanson Tolembi, c'était pour conscientiser le peuple congolais. Moi j'appelle ça une chanson de guerre. Voilà, c'est une arme de guerre pour tout Congolais de tous bords. Un message pour les Kinois? Un grand message pour les Kinois est que souvent on se dit Kinyaba na Yakin. Souvent on se dit Kinyaba Yanké. Mais un vrai Yanké ne se laisse pas faire. Un vrai Yanké va diriger le rôle à Mboate. Un vrai Yanké se dire non. Et c'est ce que je demande aux Kinois, de dire non à cette situation, à la situation par laquelle elle est en train de vivre depuis la nuit des temps. Et pendant ce temps, il y a d'autres personnes, des étrangers qui viennent chez nous, qui en profitent. Alors que le vrai Kinois même, le vrai Congolais même, Aza même, Donakoloba, sur la table du roi, le Kinois n'est pas invité. Alors que le Kinois, le Congolais, devrait avoir part, leur place sur la table du roi. Le roi, c'est qui? C'est la personne qui va diriger ce pays avec la main sur le cœur, comme Dr Denis Mukwege. Ça, c'est ma conviction à moi. Et je pense que les Kinois doivent écrire leur histoire, les Congolais que nous sommes. Parce que quand je dis les Kinois, c'est comme si je leur mets de côté, moi je suis de côté. Non, nous sommes tous Congolais. Alors, c'est maintenant qu'on doit réécrire notre histoire de gloire et de dignité. Quelles sont vos impressions? De bonnes impressions, mais je dois préciser que ici, à cette conférence, j'ai assisté en ma qualité de Congolais et membre d'une organisation de défense des droits de l'homme, la Ligue des électeurs. Alors, c'est à ce titre-là que je suis là, en tant que membre de la diaspora. Mes impressions sont bonnes. C'est à la fois un moment important de veille de conscience, plus de conscience encore, mais aussi un moment qui nous pousse à une réflexion profonde sur le plan de la stratégie et même des tactiques pour essayer de bouter si vous voulez, le président Kabila dehors, avec son gouvernement illégitime. Donc du coup, on est resté, si vous voulez, dans la phase de rémoralisation. Mais les stratèges qui sont avertis, avisés, ont compris qu'il y a aussi un problème de stratégie et de tactique. Et ça, on ne pouvait pas l'étaler sur la place publique. Mais sur place, sur le plan national, la commission électorale nationale indépendante, Corneille Langa l'a indiqué, l'opération d'enrôlement continue, même si le calendrier électoral n'est pas encore publié. Mais comment est-ce que ça va se passer entre, c'est-à-dire mettre fin à ces régimes, et puis au même moment sur place, les opérations d'enrôlement continuent? Concrètement, comment est-ce que ça va se passer avec l'enthousiasme qu'on a ressenti aujourd'hui dans la diaspora? Non, il faut être pragmatique, réaliste. Et nous l'avions dit en son temps que le gouvernement, le régime Kabila brille par une absence de volonté manifeste afin de quitter le pouvoir selon les voies qui sont indiquées dans la Constitution. Aujourd'hui, nous ne sommes pas étonnés qu'après avoir violé la Constitution il y a une année et il y a 8 mois maintenant qu'ils ont même violé les petits accords de la Saint-Sylvestre. Et on sent que voilà, la volonté est là pour traîner les choses en longueur, créer des foyers de tension, d'insécurisation, tuer les populations, massacrer les populations, afin si vous voulez, de les pousser dans un climat de terreur, de peur, etc. Et c'est ça ce que nous dénonçons. Mais alors, en ce moment-là, il nous faut alors d'autres stratégies que l'on ne peut pas annoncer à haute voix ici. Vous avez vu par exemple, il y a à peu près 2 semaines, nous avons surpris avec une action destinée aux compatriotes qui sont au front au pays. Les jeunes gens de la Lucha, de Filimbi, certaines organisations des droits de l'homme et des journalistes engagés. L'action surprise, c'était quoi? Prendre ce beau monde, le ramener ici en France, ici à Paris, et réfléchir pour mettre à disposition un document qui peut encore aider au réveil des Congolais
la conscience des Congolais. Et on a cité, on a parlé du manifeste, etc., mis à la disposition de tout le monde et qui fait son chemin, qui court son chemin actuellement au pays. Et d'ici, dans la diaspora, ça sera la même chose. Deux stratégies qui vont aller crescendo sont prévues, des stratégies surprises pour que, au 31 décembre, que quelque chose puisse bouger. C'est ce que nous avons essayé de parler en quelque sorte dans cette conférence pour dire, attention, si beaucoup de nos compatriotes pensent que le docteur Mukwege remplit les conditions, mais à l'heure actuelle, il faut privilégier la stratégie A. La stratégie A, c'est comment faire partir Kabila et le sien. La stratégie B, c'est gérer l'après-Kabila, dès qu'il sera, qu'il sera parti. Alors à partir de ce moment-là, nous pouvons présenter toutes les bonnes cartes des candidats et des personnes qui présentent le profil pour animer une transition citoyenne sans Kabila, bien sûr. Puisqu'aujourd'hui, à ceux qui lui demandaient, par exemple, il doit se prononcer maintenant, il doit dire non. Stratégiquement, ça ne peut pas. Aujourd'hui, c'est ouvrir un front contre lui par rapport aux gens qui sont à Kinshasa, par rapport aux acteurs politiques qui, eux, veulent aussi gérer une période de transition sans Kabila, puisque finalement, c'est une source pour eux, les politiciens, pour s'approvisionner, se préparer enfin d'aller aux élections. Voilà, il y a eu un problème de stratégie et c'est pour cela que vous avez compris que dans le docteur Mukwege, qui est un collègue, puisqu'il défend le droit des victimes, des femmes violées, etc. Et nous l'avons vu venir dans les mouvements droits de l'homme et avec lui, on chemine ensemble. Voilà pourquoi aujourd'hui nous disons, si nous voulons que le docteur Mukwege nous soit d'une grande utilité dans les prochaines échéances, nous devons nous mettre ensemble, chasser d'abord Joseph Kabila et les siens, afin de pouvoir passer à l'étape supérieure. Avez-vous une alternative? Parce qu'on parle des temps de cette période transitoire. Au 31 décembre, on en a parlé, 31 décembre 2016. Avez-vous une alternative au cas où, au 31 décembre 2017, Kabila reste toujours? Y a-t-il une alternative? Ne vous en faites pas. Je ne dirai pas devant, sur la place publique, ce qui est prévu, pacifiquement parlant, puisqu'il y a des gens qui ne dorment pas, chez eux, qui ne pensent que la RDC, si ça a bougé ailleurs, pourquoi pas à RDC? Et je ne vous dirai pas qu'il y a des équipes qui ont étudié ce qui s'est passé au Burkina Faso, dans le monde arabe, en Ukraine, sur la place Tiananmen. Il y a des gens qui ont intériorisé les stratégies de masse par des actions en synergie, des actions pacifiques. Il suffit de mettre autant de gens dans nos rues, dans les grandes villes. Je pense que ça en est fini. Voilà, on travaille à tout ça. Et dites-vous que les ressources humaines sont là. Et l'organisation que nous devons mettre en place maintenant, c'est comment permettre aux Congolais même de financer leurs propres actions, de leur libération, sans tendre la main quelque part, puisque la main qui va donner va peut-être dicter. C'est ça les question marks. Mais il y a des équipes qui sont déjà à l'œuvre. Sous peu, nous allons vous présenter, peut-être dans 2 semaines, une action qui pourra nous permettre d'autofinancer par nous-mêmes les Congolais. Là où vous êtes, vous autofinancez vous-même dans votre secteur média et quoi, vous autofinancez ce que les autres doivent faire sur terrain. Voilà un peu des choses qui doivent se faire. Aujourd'hui, on ne peut pas crier sur la place publique, dire que voilà, nous avons la stratégie A, nous avons les tactiques B, C, D, etc. Voilà. Merci. Thank you.